C'est le bon Dieu qui va faire rentrer l'astronome dans une pièce, plongée d'abord dans l'obscurité, pour lui en faire deviner la forme. Alors l'astronome dit, ben, c'est pas de jeu, il faut m'éclairer la pièce, parce que moi je perçois l'univers avec des rayons lumineux. Alors, le bon Dieu dit d'accord, et il allume 3 bougies. Mais ce qu'il n'a pas dit à l'astronome, c'est qu'il a entièrement tapissé la pièce de miroirs. Alors évidemment, ce sont des miroirs intangibles. L'astronome est en impesanteur, il ne sait pas qu'il y a des parois et des miroirs. Donc il se fie aux apparences et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des milliers de lumières, il voit des milliers de bougies. Et donc il dit, ben voilà, je vis dans un espace extraordinairement grand qui semble se répéter, l'espace infini. Et donc il a bien été plongé dans une illusion d'optique qui lui a fait croire que l'univers était plus grand que ce qu'il est en réalité, à cause tout simplement de la démultiplication des rayons lumineux. Alors, si je vous en parle, c'est pas parce que seulement j'ai travaillé de nombreuses années dessus, encore que ce serait pour moi une justification, bien entendu, parce que c'est une passion de travailler sur ces modèles d'espace possibles, mais c'est parce que, d'abord, ça fait partie de l'architecture invisible, parce que ce chiffonnage, il ne se voit pas à première vue. Comme par définition d'une illusion d'optique, quelque part, si vous ne la décodez pas, vous êtes piégé par cette illusion d'optique. Donc, travailler sur des formes chiffonnées possibles de l'espace, c'est travailler sur la beauté de l'invisible. Alors justement, cette aventure, elle s'est continuée, elle a un peu rebondi récemment, de façon un petit peu inattendue pour nous. Non pas que nous n'attendions pas que nos modèles puissent être vérifiés par l'expérience, mais on n'attendait pas si tôt des indices positifs. Et ces indices positifs, ils sont venus en 2003. Donc vraiment, il n'y a pas longtemps, un satellite de la NASA a été lancé. C'est un satellite très spécialisé qui mesure la température du fond de l'univers. Ça veut dire quoi, la température du fond de l'univers? Vous savez que dans le cadre de la théorie du Big Bang, l'univers primitif, il y a 13 milliards d'années, était très chaud et très dense. À un moment de son expansion, il était encore très jeune, il n'avait que 400 000 ans, l'univers, il a émis sa première lumière. Cette lumière nous parvient, elle a voyagé dans l'espace et le temps, elle nous parvient aujourd'hui. On la capte dans des télescopes un peu particuliers. Ce n'est pas une lumière visible, c'est une lumière qui est dans le domaine radio, plus précisément les micro-ondes. Elle vient de toutes les directions du ciel, bien entendu, elle n'est pas quelque part localisée dans l'espace. Le Big Bang n'a pas eu lieu quelque part, il a eu lieu dans notre passé. Donc notre passé nous entoure de toutes parts. Et donc nous baignons dans un rayonnement que l'on appelle le rayonnement de fond ou le rayonnement fossile, car c'est le fossile refroidi du rayonnement de l'univers primitif. Donc ce satellite de la NASA, qui s'appelle WMAP, a cartographié avec une précision extraordinaire la température, a fait une carte des températures de cet univers, donc jeune, de quelques centaines de milliers d'années seulement, par rapport au Big Bang, c'est-à-dire par rapport à nous, un univers donc vieux de pratiquement 14 milliards d'années, en quelque sorte la lumière primitive de l'univers. Donc on a eu cette carte, je vous le disais, pour la première fois, en 2003. Et puis on a eu une surprise. En traçant la courbe des harmoniques fondamentales, vous avez l'harmonique principale, une sorte de la tonique si vous voulez, puis vous avez la quinte, la tierce, les harmoniques secondaires. Et quand vous regardez de l'autre côté du spectre, c'est-à-dire les grandes longueurs d'onde, les grandes vibrations, vous voyez que l'univers observé ne vibre plus à partir d'une certaine taille, d'une certaine échelle que l'on observe dans l'univers. Alors vous vous dites, mais là il y a un truc bizarre, parce que si l'espace est infini, beaucoup de cosmologistes croyaient, et croient encore d'ailleurs, que l'espace est infini. Et si l'espace est infini, il vibre sous toutes les longueurs d'onde, bien entendu. Il y en a des petites, puis il y en a des grandes. Mais si l'espace est fini, comme un instrument de musique, comme une corde de guitare, comme une corde de violon, vous jouez la corde de guitare, vous avez la note principale, vous avez les notes secondaires, les harmoniques secondaires, mais vous avez une coupure dans les graves, forcément. Vous ne pouvez pas avoir de vibration de longueur d'onde plus grande que la taille de la corde. Eh bien donc il manquera des graves dans un instrument, tout instrument de musique de taille finie. Eh bien assimilons l'espace à un instrument de musique un peu compliqué, spatio-temporel, mais fini.
pour expliquer l'absence observée de vibrations dans l'univers. Ben, il se trouvait que parmi les innombrables espaces chiffonnés, mathématiques très abstraits, que nous étudions avec mon équipe depuis quelques années, il y en avait quelques-uns qui pouvaient expliquer ce défaut de vibration de l'univers. Alors c'est un modèle d'espace qui porte un nom un petit peu barbare. Ça s'appelle l'espace sphérique dodécaédrique de Poincaré. L'espace sphérique, ça veut dire que c'est un espace qui a... D'abord, il n'est pas plat, il a une courbure, un peu comme la courbure d'une sphère. Ensuite, on l'appelle de Poincaré parce que notre grand mathématicien Poincaré avait entrevu les propriétés mathématiques de cet espace en 1906, sans jamais soupçonner du tout que ça puisse servir un jour pour décrire l'espace réel. D'ailleurs, à cette époque, la relativité générale n'existait même pas et il n'y avait aucun modèle cosmologique digne de ce nom. Et puis, il s'appelle dodécaédrique, c'est là où ça devient le plus intéressant, parce que quelque part, sa forme globale, sa topologie, elle peut se résumer en un beau chiffonnage d'une belle figure géométrique bien régulière qui s'appelle le dodécaèdre. Le dodécaèdre, c'est une structure donc qui est presque une sphère, mais pas tout à fait. C'est en fait 12 faces pentagonales associées harmonieusement. Voilà. Alors, je n'ai pas trouvé de dodécaèdre à vous montrer, mais une année après avoir publié ce papier, je voyageais au Maroc et dans un souk marocain, j'ai trouvé quelque chose qui ressemble au dodécaèdre, qui est ceci. En fait, ceci est un icosaèdre. Ben, en fait, mathématiquement, ça a les mêmes propriétés de symétrie. Alors, ça veut dire quoi? Je ne suis pas en train de vous dire, attendez, que l'espace, c'est cette boîte-là. Mais quelque part, j'ai essayé de vous expliquer qu'il est possible que nous vivions à l'intérieur, sous cette boîte, hein, que nous vivions à l'intérieur d'un espace dans lequel vous allez voyager, prenez votre fusée, voyagez en ligne droite, et il arrive un moment où apparemment vous arrivez à une face. Et cette face-là, ce n'est pas un bord de l'univers. Car en cosmologie, on s'interdit que l'univers puisse avoir des bords. Et on ne va pas retourner aux conceptions antiques ou médiévales, on avait peur d'arriver au bord de la Terre et de tomber dans le vide. L'espace n'a pas de bord, bien entendu. Donc pour qu'il n'y ait pas de bord, il faut tout simplement que cette face-là soit, par exemple, collée avec une autre face. Si c'est les mêmes points que là, eh bien, quand on fait mine de sortir par là, en fait, c'est que l'on rentre de l'autre côté. Donc il y a une façon mathématique un peu compliquée, mais pas tellement que ça, finalement, qui consiste à coller deux à deux toutes les faces de cette structure-là. Et donc, si on vit dans cette boîte, mais avec ce chiffonnage, c'est-à-dire cette reconnexion des faces de cette belle structure bien harmonieuse, eh bien, on a l'illusion donc de vivre. On vit dans un espace chiffonné, dodécaédrique, qui est fini, qui n'a pas de bord. Et maintenant, si je tape dessus, je le fais vibrer d'une certaine façon. Et on a calculé les vibrations. Et qu'est-ce qu'on trouve? Ben, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qui est observé par les données de ce satellite. Absence de longueur d'onde et de grandes vibrations.